Merci Elisabeth pour cette introduction. Elisabeth que j'aime beaucoup, qui est une femme de cœur et d'esprit. J'aime beaucoup le 104 en général, de toute façon. C'est un lieu qui est cher à mon cœur et qui a beaucoup de potentiel encore à exploiter. Donc voilà, je suis contente d'être ici. Effectivement, moi, mon cœur d'activité, c'est d'être auteur. Donc je suis scénariste. J'ai longtemps été scénariste pour les programmes de divertissement. J'ai écrit des sketchs, j'ai fait du dessin animé. J'ai écrit aussi des livres à côté, donc le 2030 Odyssée d'un nouveau monde, mais aussi d'autres livres sous pseudo. J'ai écrit pour les éditions des femmes, enfin voilà, j'ai fait plusieurs choses. Et entre 2012 et 2014, j'ai pris conscience, comme plein de personnes, que nous étions en train vraiment de changer de civilisation. Et les tenants et les aboutissants de ce changement de civilisation m'ont paru sidérants, en fait, incroyables. C'est-à-dire que, en tant que scénariste, ce que je suis amenée à découvrir aujourd'hui, même comme scénariste, j'ai du mal à en parler, à le proposer à des producteurs. C'est ce que je fais en l'occurrence, puisque j'ai peu à peu quitté le scénario de divertissement pour élaborer des projets qui sont en rapport avec le nouveau monde, qui sont en rapport avec tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc évidemment, je m'inspire de mes recherches, mais j'avoue que chaque jour qui passe, je me dis mais c'est incroyable. On est vraiment face à un renversement de paradigme, on est vraiment face à tout ce que l'on pensait être de l'ordre du mythe, de l'ordre de la fiction. On s'aperçoit que finalement il y a une part de vérité. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous a fait passer pour être des vérités, finalement on s'aperçoit que ce sont souvent de gros mensonges. Donc il y a cet inversement qui est déstabilisant et qui est, voilà, pour quelqu'un qui raconte des histoires et qui est quand même une sacrée étape dans une carrière. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à découvrir tout ça, je me suis dit que voilà, je ne pouvais plus continuer à écrire des sketchs sur la vaisselle. Maintenant, le temps est venu de faire autre chose. Donc travailler, j'essaie effectivement d'avoir une vue d'ensemble comme l'a annoncé Elisabeth. C'est-à-dire que je suis vraiment dans une volonté de généalogie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on change de civilisation? Quelles en sont les raisons profondes? Y compris dans l'invisible. Donc, la prospective, c'est-à-dire vers quoi on se dirige, et quels sont les modes de basculement vers ces différents nouveaux mondes possibles qui s'offrent à nous. Puisqu'il y a ce qui s'offre à nous, là, sur un plateau d'argent, il y a ce qui se trame de façon directe, et il y a aussi ce qui se trame de façon indirecte. Et parmi tous les possibles qui s'offrent à nous et que je décortique, il y en a un qui se démarque et que j'aime à appeler la vague. Ce nouveau monde qui, pour moi, est peut-être une voie qui est plus évoluée que les autres. Je l'appelle vague aussi parce que comme les vagues, elles puisent à dans des courants qu'on ne voit pas, des courants sous-marins qu'on ne voit pas. Et la vague, il faut apprendre à la surfer. La vague, en fait, pour être plus concrète, je la modélise, donc c'est un modèle théorique. On est beaucoup à travailler dessus. Moi, je l'appelle la vague, d'autres vont l'appeler autrement, mais moi, c'est une métaphore qui me parle. Elle puise à, on va dire, 4 pôles, 4 sources d'informations principales. La première, c'est le visible, c'est le manifesté, c'est ce qu'on voit déjà et qui est en train de changer dans le bon sens. Pour être concret, on pourrait parler par exemple à Paris, il y a plein de choses qui se passent. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Ferme du Rail, par exemple, qui est un projet, certains connaissent ou pas, la Ferme du Rail? Ouais, comme quoi, c'est pas encore... La Ferme du Rail, c'est une ferme qui est en train d'ouvrir à côté du canal de l'Ourcq et qui obéit à un double objectif. Un, réinsérer des publics qui sont en difficulté, faire travailler des publics ensemble, donc des étudiants, voilà, des personnes en difficulté, autour du thème du jardin. Donc c'est vraiment un lieu où les gens habitent, où les gens vont jardiner, il va y avoir un restaurant, il va y avoir des serres. C'est assez immense en fait. Je ne sais pas si j'ai éventuellement une photo. Il me semble que j'en avais prévu une.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est juste à côté des... c'est pas pour rien si ça s'appelle, pardon, la ferme du rail, hein, c'est parce que c'est juste à côté des voies ferrées. Et donc ça, c'est typiquement un projet de la vague. Hein. C'est-à-dire que ça obéit à cette urgence qui est que Paris, enfin que toutes les villes, doivent trouver une autosuffisance alimentaire. Donc la vague, elle puise dans le visible, elle est déjà dans le visible, mais elle puise beaucoup dans l'invisible. Alors, qu'est-ce que j'entends par invisible ? Strictement, c'est ce que l'on ne voit pas avec nos yeux de chair. C'est-à-dire plus de 99% de ce qui existe, sachant que c'est un chiffre symbolique puisqu'on ne connaît pas les limites de l'univers. Donc, tout ça pour dire, c'est Aurélien Barraud qui dit ça, cet astrophysicien, que ce que l'on perçoit, c'est de l'ordre d'un cheveu, en fait. C'est absolument rien. Et je vous détaillerai un peu plus après ce qui est de l'ordre de l'invisible, parce que c'est vraiment un gros chapitre. La vague puise aussi dans tout ce qui est mis à jour aujourd'hui, toutes les révélations en fait, qui sont faites, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc au niveau collectif, ça peut être les dessous de notre complexe militaro-industriel, ça peut être le Panama Papers, voilà, tout ce qu'on découvre là, l'industrie du divertissement avec MeToo. On commence à comprendre vraiment comment fonctionne notre société, sur quelle base. Là, je cite évidemment des exemples négatifs, mais tout est dévoilé, et c'est pas pour rien si on appelle notre période l'apocalypse. En fait, apocalypse, ça veut dire dévoilement. Hein, donc, c'est ce qui se passe, et tout est dévoilé aussi dans nos vies, hein, dans nos vies individuelles. Pour beaucoup de personnes, il y a énormément de changements, il y a énormément de crises. Il y a énormément d'informations qui remontent à la surface. Donc, il y a beaucoup de secrets de famille qui sont dévoilés. On est en train de découvrir énormément de choses sur nous-mêmes, sur nos familles. Et la vague, on la nourrit aussi grâce à toute la matière artistique, spirituelle que l'on a à notre disposition. Donc, ça peut être, par exemple, en quoi les valeurs de la chevalerie peuvent nous aider à créer cette vague, à créer ce nouveau monde. Parce que quand on s'intéresse aux chevaliers du Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'ils avaient vraiment des valeurs très intéressantes et qu'on ne connaît pas forcément, comme par exemple le chevalier du Moyen-Âge, eh ben, il savait dissiper les enchantements. C'est-à-dire que parfois, quand il passait dans certains villages qui étaient sous le coup du sort, voilà, eh bien, il savait enlever le sort du village. Et aujourd'hui, on est beaucoup là-dedans, on est beaucoup dans dissiper tous les enchantements dans lesquels nous sommes nés. Donc les enchantements, c'est toutes les illusions dans lesquelles nous sommes baignés, comme par exemple le mythe du rêve américain. On parle beaucoup en ce moment du retour de la sorcière. On a des mouvements de sorcières, entre guillemets, qui naissent à Paris, mais c'est pas nouveau, parce qu'aux États-Unis, je crois qu'il existe encore le mouvement Wiccan, qui puisait dans l'antimilitarisme enfin, dans les mouvements antimilitaristes et anti-nucléaires, donc dans les années 70-80. La figure principale, c'est Starhawk, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc Starhawk, c'est vraiment une figure tutélaire de ce mouvement. Et elle est très intéressante parce qu'elle met à jour toute l'histoire des sorcières. Alors, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 9 millions de femmes qui ont été tuées, 9 millions de sorcières, donc pas seulement des femmes pour le coup, qui ont été tuées pendant l'Inquisition et notamment beaucoup pendant la Renaissance, on a tendance à l'oublier. Et elle montre à quel point cette lutte contre les sorcières, c'était aussi une lutte contre les femmes qui se rebellaient contre le patriarcat. Donc, parce que les fameuses sorcières, souvent, étaient des femmes qui étaient seules, qui étaient célibataires, parfois qui étaient âgées. Enfin, ce n'était pas l'idéal féminin, on va dire, de la gente dame du Moyen-Âge. Donc, c'est intéressant de voir comment tous ces mouvements, qui sont très actifs au niveau politique, réutilisent, en fait, des figures mythiques. Donc, la vague s'appuie dans tout ça. Moi, je me réjouis de ce qu'on vit. Alors, ça dépend des jours, hein, mais j'essaye de regarder ça en me disant c'est une chance inouïe, en fait. C'est un privilège inouï de vivre ce changement de civilisation,
C'est un grand rendez-vous avec l'histoire, hein, c'est un grand rendez-vous avec nous-mêmes. Donc, allez, on y va. On sait qu'on ne va pas avoir des vies forcément tranquilles à boire des cocktails au bord d'une piscine, c'est certain. Enfin, on peut peut-être le faire de temps en temps, mais on ne va pas forcément avoir la même vie que nos parents pendant les 30 glorieuses et tout ça. On est quand même sur un mode d'inconfort qui a sa part d'émerveillement, de choses extraordinaires, mais aussi de souffrance. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance. Donc l'idée c'est aussi quelles sont nos ressources vraiment pour traverser cette période qui est aussi extraordinaire que difficile en fait. Et plus on avance, plus ça va être extraordinaire et plus ça va être difficile. Et c'est ça qui est intéressant parce que plus les périls en fait vont augmenter, plus on va trouver des ressources pour aller au-delà. Hein. Donc c'est ça qui va être intéressant. Plus la pression va monter, plus il va falloir aller chercher loin. Et des ressources, on en a. On en a beaucoup. Il y a des périodes dans l'histoire où les gens ont fait preuve de ressources absolument incroyables dans des cadres absolument terribles que je ne vais pas nommer ici, mais vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, quelles sont nos ressources? Et alors, nos ressources peuvent être très diverses. Ça peut être, par exemple, la France. Ça peut être... Est-ce que c'est pas rien d'être français? Est-ce que la France, c'est pas une grande ressource? Déjà en termes de pays, de richesse, voilà, tout ce qu'on est capable de faire, toute la force créatrice de la France, toute la richesse de la nature française, etc. Et puis c'est quoi l'esprit français, quoi? C'est pas quelque chose d'anodin, l'esprit français. Il y a quelque chose qui coule dans nos veines qui est particulier. On a aussi de terribles défauts, mais quand même, on a un esprit critique, on a un esprit de lutte, on a un esprit de révolte qui coule en nous et qui est en train vraiment de se réveiller en ce moment particulièrement. On peut vraiment parler d'un feu. Hein. Y a un feu là qui est en train de traverser de plus en plus de personnes et ce feu, il faut s'en servir. Voilà, il faut s'en servir. Mais il faut que ce soit un feu qui soit utilisé à bon escient. Il ne faut pas que ce soit un feu de paille. Il ne faut pas que ce soit un petit feu follet. Il faut que ce soit un vrai feu alchimique qui nous permette de... Tu dis, Max? Je dis un feu maîtrisé. Un feu maîtrisé, exactement. Et ça, c'est vraiment pas simple. Donc la France, le feu, la fraternité aussi, pour moi, ça va vraiment être la grande valeur des décennies à venir, la fraternité dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je pense que l'une des clés, c'est d'arriver évidemment à fonder nos relations avec les autres, d'abord sur cette idée de fraternité, y compris dans les couples. Parce que quand on a une fraternité avec son conjoint ou avec sa conjointe ou son petit ami, sa petite amie, c'est quand même une manière aussi de dépasser certaines choses et de durer, j'ai envie de dire. En bonne divorcée que je suis. En fait, il s'agit de quitter la maison. Le nouveau paradigme, ce passage vers le nouveau monde, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ces 3 conférences, c'est de faire une sorte de petit voyage du héros. Donc le voyage du héros, c'est la matrice des meilleurs films du monde. Voilà, nous les scénaristes, on est tout le temps le nez dedans. Et alors je crois que j'ai un... Mais bon, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, pas lire grand-chose. Bon. Le voyage du héros, en fait, ça commence par quitter ce qu'on appelle la routine de vie, quitter le monde ordinaire. Voilà, donc le monde ordinaire, voilà, là c'est marqué, le voyage commence avec l'appel. Effectivement, on a souvent un appel qui peut être plein de choses, une rencontre, mais ça peut être aussi une épreuve, ça peut être un deuil, ça peut être énormément de choses. Et souvent, on refuse l'appel dans un premier temps. Donc on a besoin de plusieurs appels avant de vraiment... Souvent, il faut qu'on soit acculé pour basculer dans l'aventure. Et basculer dans l'aventure, c'est quitter la maison. Donc quitter la maison, c'est pas rien. Parce que, alors moi j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, que j'appelle la théorie des 7 P. La théorie des 7 P, c'est quitter la maison, c'est quitter papa, c'est quitter papy, c'est quitter les potes, c'est quitter les pairs, P-A-I-R-S, c'est quitter le professeur, ça peut être quitter le président aussi, quitter le Père Noël, mais enfin bon ça je crois qu'on n'y croit plus. Je ne sais pas s'il m'en reste encore un... Bon, j'ai dû dire à peu près, mais voilà. C'est quitter évidemment tous ces anciens modèles de façon métaphorique. Donc ça va être plutôt l'objet de cette conférence, c'est qu'est-ce qu'on quitte et vers où on va, quels sont les différents paysages qui s'offrent à nous.
La deuxième conférence, ça va être les épreuves intérieures. Parce que pour traverser ce paradigme, pour traverser tout ce qu'on est en train de subir et tout ce qu'on s'apprête à subir, il faut être hyper armé intérieurement. Donc il faut revoir toutes nos structures mentales, supramentales et physiques aussi. Parce qu'on va voir que le corps joue un rôle énorme dans notre capacité à créer cette vague et à supporter tout ce que l'on doit supporter. Donc durant cette refondation intérieure, on va se faire de nouveaux compagnons de route. Ce n'est pas parce qu'on a quitté papa qu'on est tout seul. On rencontre sur notre chemin de nouveaux compagnons de route. On doit affronter aussi des gardiens, donc les gardiens notamment du temple du savoir, parce que le temple du savoir, ça fait aussi partie de ce que l'on doit visiter pour être armé, et ce temple peut être gardé. Il y a évidemment énormément d'obstacles, donc là, voilà, le connu, les croyances, il y a des épreuves de toutes sortes, il y a des guides, des vrais et puis des faux guides aussi, mais même les faux guides nous apprennent des choses. Il y a les retrouvailles aussi avec notre famille fraternelle. Et il y a plein de combats. Voilà. Donc ça, on va vraiment en parler lors de la deuxième conférence. Et la troisième conférence, c'est avec ce nouveau moi, toutes ces transformations intérieures, en fait, on recontacte l'élixir de la connaissance. C'est-à-dire que quand on a traversé les fourches codines, quand on a traversé l'enfer, on en ressort évidemment différent, avec un savoir, avec des savoir-faire, des savoir-vivre. Et l'idée, c'est de revenir dans la communauté avec tout ça. Donc la troisième conférence, ça va vraiment être comment passer du jeu au nous, c'est-à-dire par quels moyens, notamment très concrets, est-ce que je peux aider la communauté à surfer cette vague. Donc là, on va beaucoup parler notamment des applis numériques, de comment recréer des temps de citoyenneté, quelle doit être notre posture face à l'État, face à la cité, etc. Donc ça sera vraiment sur le collectif. Et en toute modestie, l'idée, ce serait peut-être à la fin d'esquisser des prolégomènes pour une civilisation future. Voilà. Donc, prolégomène, c'est en référence à l'ouvrage d'Emmanuel Kant, Prolégomène à une métaphysique future. Donc en fait, en gros, ça va être quelle valeur, quelle posture il faut adopter, de quelle notion il faut s'imprégner de façon très profonde pour donner naissance à cette vague. Parce qu'en fait, cette vague, elle est hyper exigeante. Elle nous demande de nous changer, de changer énormément de choses. Mais ça pourrait être des choses très très simples, comme par exemple l'idée de joie, comme par exemple l'idée justement du feu dont on parlait tout à l'heure. Ne pas avoir peur du feu, ne pas avoir peur du feu qui nous traverse, mais aussi le maîtriser. Ça peut être aussi ne pas avoir peur de l'éblouissement. Ça peut être aussi ne pas avoir peur du vide. Ça peut être des choses comme ça, très simples, très, très, très imagées, et puis des choses un peu plus compliquées aussi. On verra ce qui ressort des 3 séances. Alors, donc d'abord, qu'est-ce que c'est que cette transition et vers quoi elle nous dirige? Donc, j'aime énormément cette citation d'Antonio Gramsci, qui a écrit la plus grande partie de son œuvre en prison. C'était un communiste. Durant ses 11 années de prison. Donc le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Bon, il y a un petit problème là et c'est dans ce clair-obscur, il faut entendre, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Alors, par monstre, qu'est-ce qu'il entendait Gramsci? Enfin, qu'est-ce que j'entends moi aussi, parce que je n'ai pas pu lui demander. C'est en langage des oiseaux, les monstres, c'est ce qui se montre et qu'on ne voulait pas voir. Donc, les monstres, ça peut être effectivement au niveau politique, le retour aux vieilles idéologies, voilà, le retour à l'extrême droite, le retour à l'extrême gauche. Dans cette période de flou, effectivement, où on est dans un très grand déficit de sens, voilà, toutes les vieilles peurs sont en train de revenir. Peur de l'autre, peur de l'étranger, surtout quand on sait que l'AFD, l'Agence française du développement, prévoit 500 millions à 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici 2030. Donc, ça va être compliqué à gérer, et quand ça va commencer à se voir, eh bien, ça se voit déjà, mais c'est rien aujourd'hui, l'afflux de réfugiés par rapport à ce qui pourrait se profiler dans quelques années. Donc,
ce qui se montre, c'est tout ce qu'on ne voulait pas voir aussi au niveau intérieur. Donc ce n'est pas seulement les monstres politiques, ce sont aussi nos monstres intérieurs. Et ce sont aussi les monstres familiaux. Donc c'est tout ce qui remonte au niveau des secrets de famille, c'est tout ce qui remonte aussi nous, au niveau individuel. Donc je crois que vous êtes bien au courant, mais les psychiatres n'ont jamais été autant débordés qu'en ce moment. Il y a une vraie détresse psychique, il y a énormément de burn-out, il y a énormément de gens qui vont très très mal. Quand c'est pas psychique, souvent ça peut dévier vers le physique. Donc il y a vraiment une souffrance qui est très très grande et qui est due à ça, qui est due à toutes ces remontées d'informations qui ne sont pas supportées par les psychismes, qui ne sont pas supportées par les corps, parce que c'est trop en fait. Et voilà, et donc les monstres nous sautent à la figure et on est obligé de les affronter. Alors c'est vachement dur ce qu'on nous demande, parce qu'il faut supporter tout ce qui est en train de s'écrouler, donc le vieux monde qui est en train de s'écrouler. En plus, il faut en créer un nouveau, et en plus de façon urgente, et en plus il faut affronter les monstres. Donc tout ça en même temps, c'est pas possible en fait. Ça n'est pas à portée, je dirais pas que c'est pas à portée d'homme, mais ça n'est pas à portée d'un homme. Et c'est pour ça que le collectif et la coopération est absolument indispensable, parce que nous ne pouvons pas individuellement faire tout ça. Créer un nouveau monde, supporter tout ce qui se passe là, et en plus affronter toutes nos crises, toutes nos crises internes, toutes nos crises familiales, toutes les crises politiques. Les monstres, c'est essentiellement, ça a la même racine que mensonge. Tous les aussi, mensonges, t'as raison. tout ce qu'on s'est menti, Exactement. tout le faux, la fausse vie, Ouais. les apparences, tous les mensonges les masques tombent. Tout à fait. Ouais. On a cautionné pendant des années et des années, à un moment donné, ça ne peut plus le faire. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça, il faut que ça sorte pour se libérer, pour trouver sa vraie nature. Ouais. Et ça demande du courage. Ce courage qu'on n'a pas su avoir. On a triché pendant longtemps, et à un moment donné, on ne peut plus tricher. C'est ça. C'est ça. Et on va voir que si ça arrive maintenant, ce n'est pas un hasard en fait. Si c'est maintenant que les monstres sortent et que vraiment, comme j'aime à dire, les tigres sont en train de... Bon, les tigres ne sont pas des monstres, mais on s'entend. Les tigres sont en train de sortir de la jungle, la forêt, si on la prend comme une métaphore de l'inconscient. Et si on prend la métaphore de la conscience, comme par exemple la ville, ben voilà, les tigres sont en train de sortir de l'inconscient pour venir envahir la ville. Et on ne peut pas en faire abstraction. Et quand on parle des monstres, c'est les monstres individuels, mais c'est aussi les monstres de nos nations. Hein. C'est vraiment tout ça. C'est particulièrement incroyable, enfin, c'est particulièrement intense ce qu'on vit, parce que ça nous met à la fois en contact avec ce qui est inhumain, ce qui est surhumain et ce qui est extra-humain. Donc, je m'explique. Ça nous met en contact avec l'inhumain dans le sens où, déjà, on a à faire face à des choses qui ne sont pas d'ordre humain, et cela va être de plus en plus le cas. Donc, je veux bien sûr parler de notre relation aux algorithmes, etc. Les algorithmes sont en train de décider de nos vies en grande partie. Enfin, on parle plus souvent à son téléphone qu'à des vraies personnes. Et ça va être le cas des robots, hein, qui vont envahir nos vies. C'est déjà le cas. Je veux pas faire je veux traumatiser personne, hein, mais c'est la photo qui te... Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai vu les informations, ils présentaient dans un salon. Mais c'est... Et c'est imminent, c'est-à-dire que c'est... Mais ça, et alors, ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en Asie, parce que c'est un vrai labo du futur pour ça, et en particulier en Corée. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et au Japon aussi, où il faut savoir qu'il y a des hommes qui sont quasiment mariés avec leurs robots. Hein. On en est là aujourd'hui. Hein. Ça fait quand même très très peur. Ça fait quand même très très peur. Donc l'inhumain, déjà, c'est ça, on va être confronté à l'inhumain via ça. Mais c'est aussi tout ce qu'on nous raconte sur la fin du monde, sur l'apocalypse qui va arriver, c'est tout le mouvement survivaliste, donc toutes ces personnes qui achètent des terres en Nouvelle-Zélande, qui achètent des bunkers parce qu'ils pensent que voilà, qu'il va y avoir la guerre civile partout, qu'il va y avoir le chaos partout, et que donc il faut s'enfermer. Donc c'est pareil, c'est générateur d'angoisse.
Et puis ça nous met en contact avec l'inhumain, c'est-à-dire avec notre part inhumaine à nous, c'est-à-dire on peut être amené à se poser la question, à se dire mais si l'apocalypse arrive, qu'est-ce que moi je vais faire? Qui va m'aider? Qui est-ce que je vais aider? Enfin, on peut être tenté de se dire mais voilà, jusqu'où moi je vais être capable d'aller pour aider les autres? Moi, des fois, c'est une question que je me pose. Je me dis, en 2030, si vraiment tout est... Parce que c'est une date un petit peu clé, jusqu'où je vais aller? Et est-ce qu'il y a des gens qui vont m'aider? Enfin, ça nous met quand même face à nos limites, en fait. Et c'est un peu angoissant. Alors, ça nous met aussi face à tout ce qui est extra-humain. Alors, extra-humain dans le sens où... on commence à nous parler de coloniser Mars, par exemple. Voilà, hein, depuis la Lune. Enfin, oui, l'idée, c'est de partir de la Lune pour ensuite aller sur Mars. C'est des choses qui vont prendre de l'ampleur. Ça, c'est des choses qui vont prendre de l'ampleur. Mais c'est aussi la météo. Enfin, tout à l'heure, je rigolais toute seule. Je me disais, mais il y a 10 ans, ce qui angoissait mes parents, c'est quelle météo il va faire ce week-end pour savoir si on va aller au Sable d'Olonne. Alors que dans 10 ans, ça va plutôt être pourvu que tel volcan ne se réveille pas, parce que ça risque de tuer une partie de l'humanité. Et est-ce que les Sables d'Olonne ne seront pas sous l'eau? On va vraiment changer d'échelle. Et on va changer d'échelle aussi au niveau, je dirais, cosmique, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui est vent solaire, tempête électromagnétique, etc., pourrait perturber pas mal nos vies quotidiennes. Donc, l'extra-humain, l'inhumain et le surhumain aussi. Le surhumain pour deux choses. La première, c'est que quand on voit tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous devons affronter, on se demande s'il ne faut pas qu'on devienne des surhumains, hein, qu'on réveille le héros qui est en nous, ce qui est peut-être plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas conscience que l'on peut aller bien au-delà des limites. Et puis le surhumain, c'est aussi ce à quoi nous invite une partie de la Silicon Valley, ce à quoi nous invitent des gens comme Elon Musk en commençant à fabriquer, à concevoir des implants neuronaux, donc pour nous augmenter. Il y a quand même une partie de la population qui rêve d'être des surhommes, de ne plus vieillir, enfin en tous les cas de vivre très longtemps. Il y a même des gens qui pensent pouvoir devenir immortels. Hein. J'ai appris que 300 personnes s'étaient fait cryogéniser dans le monde. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc voilà, on commence à être en contact et on va l'être de plus en plus avec tous ces champs de l'inhumain, du surhumain, de l'extra-humain. Alors c'est quand même compliqué et ce que je pense, on est très nombreux à le penser, c'est qu'à l'heure où effectivement on nous demande de devenir des surhommes, à l'heure où on nous parle d'aller coloniser Mars, des choses absolument délirantes, je pense qu'on ne va jamais avoir autant besoin de s'occuper de notre voisin et de notre jardin potager. C'est-à-dire qu'à l'heure où on va vraiment nous tirer dans tous les sens, il va falloir qu'on se refocalise en fait sur des choses très locales, sur des choses très concrètes, sur l'ici, sur le maintenant et sur l'autre qui est proche. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, à l'heure où le surhumain, l'extra-humain et l'inhumain nous menacent, eh bien, nous allons être obligés de déployer la pleine mesure de notre humanité, en fait. On ne va jamais être autant obligé de comprendre ce qui fait notre essence d'être humain, pour justement transcender ces menaces, qui n'en sont pas toutes, mais il y a quand même beaucoup de déviance là qui se profilent. Après, voilà, on fera les expériences qu'on devra faire. Enfin, voilà, on sait bien que de toute façon, on va se planter, on va se faire mal, puis on va retomber, et puis on va se relever. Enfin voilà, on sait bien que la vague, elle va se faire par vagues successives, et que ça va être un long travail. Donc, la conclusion, oui, évidemment le collectif, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne s'en sortira pas tout seul. Et puis vraiment, l'idée, c'est d'aller au-delà, vraiment, au-delà dans tous les sens du terme, au-delà de soi, évidemment, de ses limites, au-delà des statistiques, parce que l'homme n'est pas une statistique, et on va en parler un peu des rapports scientifiques, mais je pense que même s'il faut les prendre en compte, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de ce que raconte le GIEC, il faut aller au-delà de ce que raconte le rapport Meadows.
l'homme n'est pas une statistique. Et c'est bien pour ça qu'il y a des miracles, et c'est bien pour ça qu'il y a des gens qui guérissent de façon inexpliquée. C'est parce que l'homme n'est pas une statistique. Et ça, il faut bien le garder en tête, même s'il faut rester évidemment ancré, il faut rester dans le réel. Aller au-delà, c'est aussi, aller au-delà et à côté, c'est aussi la marge. S'intéresser à ce que fait la marge. La marge, c'est évidemment les marginaux. Ça peut être des gens comme, ça peut être les zadistes par exemple, ça peut être des artistes, ça peut être des tas de gens dont on ne parle pas, ou des tas de gens voilà, qui sont très inventifs, et c'est Einstein qui disait inventer, c'est penser à côté. Il faut aller vraiment là où tout ce dont on ne nous parle pas, ou tout ce dont on nous parle mal, ou tout ce dont on nous parle plus, ou tout ce dont on nous parle peu. Et là, j'ai mis évidemment Darknet, Dark Economy, voilà, toutes ces choses dont on ne nous parle pas et qui pourtant décident de beaucoup de choses. Il faut savoir que le Darknet, c'est 90% du trafic Internet. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est rien sur nos ordinateurs. Tout se passe dans le Darknet. Il y a la Dark Economy, il y a le TDH. TDH, c'est le trading haute fréquence. Le trading haute fréquence décide de nos vies entières. Le trading haute fréquence décide de là où va 90% de l'argent dans le monde. Voilà. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Enfin, il y a quelqu'un qui en parle très bien, qui s'appelle Jean-François Guéraud, qui est un commissaire de police, et qui a écrit un livre sur le trading haute fréquence qu'il dénonce comme une arme criminelle. Et il a bien raison. Et puis, ce qui est sombre, c'est aussi... Il faut aussi enquêter sur la matière noire. Donc là, on fait référence à l'invisible, à tout ce qu'il y a dans l'univers. Et il faut peut-être qu'on commence à se demander ce qu'il y a dans ce 99%, cette matière noire, cette énergie noire. Est-ce qu'elle n'impacte pas ma réalité? Donc on va voir ça un petit peu après. Donc il faut aller au-delà du visible, il faut aller au-delà de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Alors voilà, l'invisible, on va rentrer un petit peu plus dans... Je vais y aller par vagues parce que c'est compliqué l'invisible, donc on y va par étapes. L'invisible, pour moi, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est tout ce qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair. Donc voilà, ça peut être effectivement les particules élémentaires, c'est tous les rayons qu'on ne voit pas, les rayons UV, les rayons X, gamma, infrarouge, micro-ondes. La liste n'est pas évidemment exhaustive. C'est aussi, et ça c'est juste énorme, les multivers. J'espère avoir un peu le temps de vous en parler, mais il faut savoir que les multivers, pour beaucoup de scientifiques, ne sont plus considérés comme une hypothèse. Aurélien Barraud le dit lui-même, les multivers ne sont pas une hypothèse, ils sont une conséquence. C'est-à-dire que pour lui, c'est obligé, ça existe. Et 50% des physiciens, des astrophysiciens pensent la même chose. Et ça, c'est quand même énorme, parce que si l'existence des multivers est prouvée, ça change absolument tout. Puisqu'il y a évidemment différents modèles de multivers, on pense qu'il y a des multivers dans les trous noirs, par exemple. Enfin, il y a plein de modèles théoriques, mais il y a beaucoup de modèles théoriques qui impliquent que les multivers interagissent avec notre univers ici, là et maintenant. Et donc ça... Dire en 2 mots, 3 mots ce qu'est un multivers, je ne sais pas du tout ce que c'est. En fait, un multivers ou univers multiple, pour être simple, ce sont d'autres dimensions, on va dire d'autres espaces-temps qui peuvent être... donc certains pensent que les multivers, c'est comme un feuilleté, c'est-à-dire que tous les univers sont très 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 proches les uns des autres, un peu comme dans un millefeuille, et que peut-être on passerait d'un univers à l'autre, en fait, qu'à chacune de nos pensées, de nos actes et de nos paroles, en fait, on sauterait d'un univers à l'autre. On sauterait d'une trame temporelle à une autre trame temporelle. Mais il y a énormément de multivers. Il y a par exemple, Everett. C'est très intéressant ce qu'il raconte. Bon, moi, je suis scénariste, donc évidemment, ça me fascine. Lui, il dit que tous les possibles existent. Et que chaque possible, c'est un univers tangible. Ce n'est pas ce que disent évidemment tous les astrophysiciens. Il y en a beaucoup qui pensent que tout est possible, que tous les possibles sont dans le vide, mais ils sont dans le vide en vibration, c'est-à-dire que ce sont juste des potentiels qui peuvent être manifestés. Mais lui, il dit non. Lui, il dit tout existe. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est malade, il y aurait un univers
où il serait guéri. Et cet univers existerait autant que les univers où il est malade. Et lui, en plus, il prend en compte ce qu'on appelle l'observateur. Donc, c'est-à-dire que pour lui, par exemple, quelqu'un qui est malade, admettons par exemple qu'il a 90, seulement une chance sur 100 de s'en sortir, il va y avoir un seul univers où il est guéri et 99 univers où il est malade. Mais comme il prend en compte l'observateur, il dit voilà, s'il y a 900 observateurs qui regardent l'univers où il est malade, même si l'univers où il est guéri, pardon, et s'il y a un seul observateur qui regarde les univers où il est mort, et bien en fait, moi, en tant qu'observateur, j'ai statistiquement beaucoup plus de chances d'être l'observateur qui va regarder l'univers où il est guéri. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que du coup, j'ai statistiquement beaucoup plus de chances qu'il y ait un miracle. Je ne sais pas si je suis claire. Le regard de l'observateur modifie. Exactement. qui est observé. Exactement. En fait, ça change complètement la donne au niveau médical. Et bien c'est ça. Parce que, en fait, c'est dans les interactions que... Exactement. En fait, la génétique représente que 30% de l'ADN, en fait. C'est ça. Oui, non, mais l'épigénétique est en train de valider effectivement toutes ces hypothèses d'interaction entre le vide et les possibilités. Tout à fait. Le vide, c'est aussi, donc dans les traditions, dans beaucoup de traditions mystiques, c'est l'espace où circule le souffle divin. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a de nombreux professeurs qui pensent que alors je pense notamment au professeur Amrani Jouté, qui est médecin, qui est chirurgien, qui est neurologue, et qui dit très joliment que les cellules s'informent dans l'informe. Et donc il y a vraiment cette idée que, comme vous le savez, la matière est quasiment vide. Hein. Donc il y a vraiment cette idée que notre corps, quand il grandit, l'évolution de nos cellules, ce n'est pas en autarcie, c'est-à-dire ce n'est pas dû qu'à ce qu'on mange, etc. Nos cellules se forment aussi grâce aux champs que l'on reçoit du vide, et ces champs, nous les alimentons aussi à leur tour. Donc c'est pour ça que cette métaphore du souffle divin me paraît assez parlante. Et le vide informerait la matière. Klein, par exemple, Étienne Klein parle beaucoup de ça. Il nous dit que le vide est le prologue de la matière. Il nous dit que, en parlant du vide quantique, alors il a écrit des anagrammes qui sont vraiment très très beaux. Il y en a un qui me revient, c'est qu'est-ce que la Terre devant cette vallée supérieure de pétillement d'étoiles? Réponse, le vide quantique est et demeure la réelle source de l'espace-temps et de l'univers. Donc tout le monde sait ce qu'est un anagramme, j'imagine. Vous avez le droit de dire non, hein, si jamais il y en a qui savent. Voilà. Après tout. Oui, non, mais en fait, là, dans les deux phrases que je viens de dire, il y a exactement les mêmes lettres, exactement, mais dans un ordre différent. Et j'ai oublié de dire qu'il a créé ces anagrammes avec un saxophoniste qui s'appelle Jerry Perisalco. Hein. Et c'est vraiment un délice de lire ça. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça? Qu'est-ce que la Terre devant cette vallée supérieure de pétillement d'étoiles, c'est-à-dire c'est la Voie lactée? Le vide quantique demeure la réelle source de l'espace-temps et de l'univers. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que le vide quantique, c'est la source du réel. Que le vide quantique, c'est la source de tout ça, là. Quand il dit l'espace-temps, c'est ça, c'est la 4D, c'est ce qu'on voit, plus la dimension du temps. Donc ça veut dire que là, par exemple, tout ça, là, tout ce qu'on vit, ça, la source est le vide. Donc, c'est quand même pas rien. Wheeler aussi parle très bien du vide avec cette idée que le vide n'est pas vide, qu'il est le siège de la physique la plus violente. Il ne faut pas oublier que le vide, c'est extrêmement puissant. Il y a Guillemant qui dit, Philippe Guillemant, qui est un physicien, qui postule qu'il y a 10 puissance 120 fois plus d'informations dans le vide que dans ce qu'on appelle la matière. Bon, ils sont très nombreux à Trinh Chuan Chuan, astrophysicien, qui évoque aussi, et du coup vous ne voyez pas là ici, qui évoque aussi la puissance du vide, balai de particules et d'antiparticules qui apparaissent et disparaissent. 1 centimètre cube peut contenir jusqu'à 1000 milliards de milliards d'électrons et d'anti-électrons virtuels. Donc le vide est plein d'énergie
Oui, ben voilà, ça je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, cette première introduction sur l'invisible, on va y revenir. On va y revenir pour comprendre en quoi l'invisible, en fait, peut contribuer à créer une meilleure réalité. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler avec l'invisible pour justement créer cette vague? Mais pour travailler avec l'invisible, il faut déjà comprendre un peu ce qu'est l'invisible et qu'est-ce qu'il contient. Mais on va y aller Pour en revenir à ce que disait Gramsci, donc il parlait d'un monde qui s'écroule. Donc on est quand même bien obligé aussi de revenir là dans le réel, après l'invisible, et de comprendre ce qui est en train de se passer là tout de suite, maintenant. Donc ça, c'est le rapport Meadows. Je ne sais pas si tout le monde connaît le rapport Meadows. Non? Alors c'est la Bible des collapsionnistes. Et ils ont raison parce que c'est fait de façon très sérieuse. Pardon? Ça date de 72. Oui, ça date de 72, mais le truc, c'est qu'ils ne se sont pas du tout trompés. C'est-à-dire qu'ils ont évalué plusieurs courbes. Vous voyez là, toutes les courbes là, qui ont été établies en 72, elles ont été vérifiées après par des chercheurs australiens et ils se sont aperçus de quoi? Eh bien, qu'ils avaient vu dans le mille. C'est-à-dire que toutes ces courbes-là qui ont été prédites, c'est vraiment ce qui s'est passé. Le stock de ressources non renouvelables, la nourriture par habitant, les services par habitant, la production industrielle par habitant. Eh bien, tout ça, donc là, on est en 70, tout ça, là, ils ne se sont pas plantés. Donc, c'est le Club de Rome qui a fait ça dans les années 70. Donc, du coup, ils sont pris très au sérieux parce qu'on pense que, voilà, que ce sont vraiment de très, très grands prospectivistes. Et en fait, pourquoi le rapport Meadows fait extrêmement peur? Parce que là, si vous regardez ici, là, ben, tout s'écroule. Voilà. Donc, C'est quoi? dis-moi. Entre 2000 et 2025, c'est ça? Alors, c'est plutôt 2030 si tu regardes. Ah oui, d'accord. Ok. Mais ça commence, tu vois, déjà. Ça commence déjà, tu vois, ici vraiment à décliner très fort. Mais le pic, par exemple, attends, ça c'est la courbe de service par habitant. Quand la population commence à baisser, tu vois, c'est plus 2030. Et en fait, c'est ça qui inquiète beaucoup les gens. Et ce qui inquiète beaucoup les gens, c'est que vraiment, ça baisse beaucoup, quoi. Mais c'est à partir de 2024, 2025 quand on a. Ouais. Ça commence là maintenant, mais c'est 2024, 2025 on va avoir déjà des résultats. Et 2035, on a les résultats de 2025. Oui. C'est malheureusement, oui, entre 2025 et 2035. Donc, après... Oui, c'est mon métier. Mais Oui, Audrey est astrologue. Et c'est vrai que toi, ce que tu vois en astrologie, ça rejoint un petit peu ça? Ah bah c'est Complètement. Ouais, et c'est ça qui est troublant. C'est ça qui est troublant. La fin d'un monde. Bah, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais en tout cas, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui risque de s'écrouler. Mais justement, il faut qu'on anticipe sur le nouveau. Il faut anticiper. Donc, la fin de nombreuses idéologies, la fin du rêve américain aussi. Et ça, c'est pas rien parce qu'on l'a tous vécu. Moi, je me souviens, dans la profonde province française, dans les années 80, quand Dallas passait, mais c'était festival. Quand il y avait le générique de Dallas, mais avec ma mère, on se jetait au fond du canapé et on rêvait. Après, tu dis? T'as pas mis Friends? Non, Friends, j'ai jamais aimé, moi. Mais... Ça revient en plus très bien. C'est vrai? Après, c'était Beverly Hills 90 000. On voulait tout être des Brenda et avoir notre Dylan. Et tout ce qui va avec, hein, la maison, le 4x4. Enfin voilà, on a quand même été bercés dans des bonnes grosses valeurs capitalistes. Le rêve américain, pour beaucoup, pour tous les petits bandits et tout ça, Scarface. Il faut savoir que ce film est un must dans les banlieues. Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, les bandits s'éduquaient, les jeunes bandits du 93 et les autres, s'éduquaient en regardant Scarface. Hein. Pour eux, ça a vraiment structuré leur psyché et leurs actes. Alors, c'est là où on voit la puissance des mythes, la puissance des histoires qui décident de nos vies, pour certains d'entre nous. Hein. La fin, c'est aussi évidemment la fin d'idéologies plus larges. Et notamment,
on est en train d'assister à la fin du matérialisme. Enfin, en tout cas, moi, je l'espère. Il y a beaucoup de personnes qui l'espèrent. Alors, le matérialisme est à entendre effectivement au sens large. Et je voudrais vous parler du manifeste pour une science post-matérialiste. Est-ce que certains en ont entendu parler? Alors, c'est toujours saisissant parce que ce manifeste a été signé par des centaines de grands chercheurs et pas des moindres. Donc ceux qui sont à l'origine de ce manifeste, il y a notamment donc, Mario Beauregard, qui est un grand neurologue québécois, Rupert Sheldrake, qui est quand même un biochimiste hyper connu, qui fait partie de la Royal Society, qui a été prof à Harvard, prof à Cambridge. Bon, on a plusieurs profs d'Harvard, Gary Schwartz, j'en ai mis que quelques-uns parce qu'ils sont 300. Il y a des profs de Stanford, il y a quelqu'un du CNRS, Arnaud Delan. Par contre, on n'a personne de la Sorbonne. Et en fait, tous ces gens-là en ont marre d'entendre toujours les mêmes discours sur la science actuelle, sur la science matérialiste. Donc, ils ont rédigé un manifeste pour dire qu'ils n'en pouvaient plus. Et je vais vous lire quelques passages, parce que c'est quand même vraiment tout à fait saisissant. Ils disent qu'en fait, beaucoup de scientifiques prennent pour acquis, pour un dogme, deux concepts qui n'en sont pas. Le premier, c'est donc le matérialisme pur et dur, c'est-à-dire l'idée que la matière est la seule réalité. C'est-à-dire, en gros, je ne crois que ce que je vois. Alors, quand on sait que 99% de ce qui existe, on ne le voit pas, on se dit qu'il y a quand même un problème. Et le second, c'est le réductionnisme. Alors, c'est un peu plus chaud à comprendre. Donc, le réductionnisme, pour eux, c'est la notion selon laquelle les choses complexes ne peuvent être comprises qu'en les réduisant à l'interaction de leurs parties ou à des choses plus simples ou fondamentales telles que des particules matérielles. Alors, c'est peut-être pas très simple dit comme ça. J'ai une autre citation qui est peut-être un peu plus éclairante. En fait, c'est cette idée que... Alors, c'est beaucoup venu apparemment avec l'imagerie médicale. C'est cette idée que certains neurologues, en fait, observent les réactions du cerveau et pensent que ce qui se passe dans le cerveau, en fait, ne trouve son origine que dans le cerveau et qu'il n'y a pas de cause extérieure au cerveau. Alors, Mario de Beauregard essaye de l'expliquer comme ça. Je pense que c'est un peu plus parlant. Ils vont dire que le cerveau désire, mémorise, exécute la fonction, alors que c'est bien la personne humaine qui fait tout cela et non l'organe. C'est l'être humain qui a des pensées, des désirs. Ce n'est pas le cerveau seul, comme isolé du corps et de l'environnement. Dans ces travaux, on ne mesure que des corrélations. On n'établit pas de lien de causalité. Une région cérébrale active dans une expérience indique seulement qu'elle est impliquée dans la fonction étudiée, mais pas seulement qu'elle crée la fonction. C'est une erreur de logique aussi naïve que de croire qu'on va trouver l'animateur d'une émission dans le poste. Alors qu'en fait, l'animateur qu'on voit dans le poste, il est formé à partir d'ondes qui viennent, par exemple, de l'autre côté de la planète où justement on est en train de filmer l'animateur. Et on se rend compte, ces gens-là, qui sont quand même de Stanford et d'Harvard, se rendent compte que beaucoup de scientifiques réfléchissent comme ça. Les Américains, ils ont ce côté, ils sont à la pointe pour certaines choses, et pour d'autres choses, par exemple, il y a pas mal de transhumanistes qui considèrent que, en gros, il y a un flux de données, donc c'est Google, c'est tout ce qui est numérique, que tout est donné, que même, on en va en parler tout à l'heure, que même nos sentiments sont des algorithmes en fait, et que le corps, c'est juste de la viande. Et donc, nous, on est juste de la viande, et puis à côté de ça, il y a Google, quoi. Et ils sont dans ce... Et c'est ce type de personne qui pense qu'elle peut devenir immortelle, qui va se faire cryogéniser, etc. Et effectivement, c'est un matérialisme, mais extrême, quoi. C'est juste extrême. Je voudrais dire quelque chose. Moi, j'ai juste compris, il n'y a pas beaucoup de temps, qu'il y a une chose qui va nous sauver, c'est que les algorithmes vont pas pouvoir traiter les sentiments, justement. Mais Ça me réjouit. Parce que c'est tellement compliqué que c'est la chose qu'ils ne pourront pas faire. Ils n'auront pas Et pourtant, ils le pensent. Hein. Les dataïstes, ils pensent vraiment que les sentiments peuvent être mesurés en algorithme. Après, ça ne veut pas dire que... Arrêter avec les Américains qui ont soi-disant tous raison et aller chercher peut-être dans d'autres mondes aussi qui sont très intéressants et qui savent aussi beaucoup de choses de l'humain, de ce
que Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai entendu cette histoire sur les algorithmes, je me suis dit, c'est génial. Ah, mais Les robots ne pourront pas avoir de sentiments, mais effectivement, c'est tellement... Ben, les robots, on en parlera tout à l'heure, c'est intéressant, mais les robots, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de cœur. Et nous, on a ça. Donc nous, ça nous permet, voilà, donc, et comme on reçoit énormément d'informations via notre cœur, via notre peau, et notamment l'inspiration artistique. Qu'est-ce qu'ils nous disent, le manifeste pour une science post-matérialiste? Oui, c'est intéressant, ils nous disent « La conscience de l'observateur est vitale pour l'existence des événements physiques mesurés, et les événements mentaux peuvent influencer le monde physique. L'étude des soi-disant phénomènes psy indique que nous pouvons parfois recevoir de l'information significative sans l'utilisation des sens ordinaires, d'une manière qui transcende les contraintes habituelles d'espace et de temps. » Ça, c'est énorme. Ça veut dire que ces gars de Stanford et d'Harvard, ils sont en train de nous dire qu'on peut recevoir et émettre des informations par-delà les temps et les espaces. Et alors ça, d'une part, ça remet sur le devant de la scène la télépathie, la vision à distance, mais bon, ça, on sait que c'est utilisé dans l'armée depuis très longtemps. Oui, mais c'est un bond monumental que des scientifiques officiels le disent. C'est un bond monumental. Voilà. Exactement. C'est parce qu'avant, ils n'osaient pas parler de tout ça. Ils en parlaient dans les dîners en ville, mais qu'ils fassent un manifeste, c'est juste énorme. C'est contradictoire, les deux approches. Tu veux dire les... Ça vient toujours des États-Unis, quelque part. Ouais, mais pour moi, ils sont à la fois à la pointe et, comme disait Madame aussi, ils sont complètement... Il y a vraiment les deux, quoi. C'est les deux faces. C'est les deux faces d'une même pièce. Et alors, oui, sur les phénomènes psy, voilà, alors pareil, la recherche sur le psy montre également que l'activité mentale d'individus éloignés peut être corrélée de manière non locale. Oui, voilà, c'est la même chose. Donc les pensées voyagent à travers l'espace et le temps. Ça pose aussi la question du transgénérationnel, encore une fois. C'est-à-dire que ce qu'a pensé ma grand-mère, et en plus c'est vrai, a laissé une trace. Et j'en suis imbibée. Donc les pensées ne naissent pas et ne disparaissent pas dans notre cerveau. Les pensées, elles continuent de vivre. Et je voudrais juste, et après on va passer à quelque chose de... Vous citez quelques sources ésotériques, parce que c'est intéressant de voir que ça se rejoint avec ce qu'on vient de dire, justement, sur le fait que les pensées sont vivantes et qu'elles voyagent à travers le temps et l'espace. Donc là, on a 3 ressources. Père François Brune, paix à son âme. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux Père François Brune, dont je vous recommande les écrits. C'est extraordinaire. Père François Brune, par nos sentiments, nous créons sans cesse et dès ce monde-ci des forces, des courants d'ondes, des flux qui, une fois produits, vont continuer leur course indéfiniment comme les ondes radio émises dans l'espace. C'est exactement ce que viennent de dire les gars de Stanford, hein, sauf que c'est dit avec un peu plus de poésie. Et je citerai Roland de Jouvenel. Alors, est-ce que vous connaissez Roland de Jouvenel ? Alors là, c'est une source risquée, hein, je vous expose. Hein. Vous allez me prendre vraiment pour quelqu'un de farfelu. Roland de Jouvenel, en fait, c'est un jeune homme de 16 ans qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, sa maman, un jour, a voulu se suicider. Et quand elle a ouvert la fenêtre, elle a senti une main sur son épaule. Elle a entendu une voix qui lui a dit « Prends des notes ». Et voilà, elle a écrit 3 livres absolument sublimes, d'une poésie tout à fait émouvante, qui aurait été dictée par son fils, qui lui décrit l'invisible. Et c'est juste, les paysages de l'invisible décrits par Roland de Jouvenel, c'est juste incroyable. Et Roland nous dit quoi ? Après, on en pense ce qu'on en veut, mais sachez que les idées ont leur vie propre et que si elles existent vraiment, elles sont comme des personnes qui cherchent les lieux et les sites où elles se trouvent le plus à l'aise. Donc ça, c'est intéressant parce que ça remet sur le devant de la scène le concept d'égrégore, vous savez, cette idée que des pensées de même nature s'agglutinent et constituent un champ d'information que nous alimentons tous et dans lequel nous puisons également pour faire beaucoup de choses. Malheureusement, on est obligé de rendre la salle. Donc, merci à vous d'être venus, d'avoir participé avec véhémence. Et j'espère, voilà, n'hésitez pas à revenir la prochaine fois. On terminera quand même ce que j'avais à dire là. On parlera d'un autre nouveau monde possible et on parlera des structures antérieures. Voilà, comment traverser ce que l'on doit traverser. Voilà. Merci d'être venus. Merci.
Et puis la force soit avec nous.